C'est vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir ce soir. Puis nous, on va discuter sur les volets plutôt littérature, n'est-ce pas? Oh oui, je pense que oui. Bon, d'abord, félicitations. Merci. J'ai eu le plaisir de lire 3 de tes livres, Le Gringa del Parque, Viajando por Principios, et maintenant Flor de Araripa. Bientôt, je terminerai Las Arterias de Don Fernando, et après ça, je vais m'attaquer à Mireia. Je constate que ma décision prise en 2015 d'apprendre l'espagnol était vraiment bonne. La récompense est que je peux savourer la richesse des livres de Gloria. Bon, passons à la Flor de Araripa. Marcos, médecin de 38 ans, employé par Médecins Sans Frontières, part de Rio de Janeiro, pour Mato Grosso au Brésil pour déterminer ce qui cause une épidémie de choléra à Villa de dos Santos. Le projet, selon ce qu'il dit à ses parents, ne durera pas plus que 2 mois. En ce moment, il écarte certains faits qu'il admettra plus tard, que par exemple, les doyens les propriétaires des grands terrains, des haciendas, ont dans leur poche les pouvoirs législatifs et aussi les juges, etc., etc. Ils peuvent acheter tout le monde. Tout le monde est dans leurs bolsillos, dans leur poche. Donc, Gloria. Et le deuxième personnage, Joao, qui est aussi important que Marcos. Le roman commence avec la rencontre des 2 personnages principaux dans un carcère. Pourquoi as-tu choisi de débuter le roman dans la prison? Pour moi, c'était très important, et c'est toujours important, de montrer mes personnages le plus fidèlement possible. C'est-à-dire, mes personnages sont toujours fictifs, mais c'est important pour moi de rentrer dans leur âme, de rentrer dans leurs émotions. Et en le situant dans la prison, je pense que je veux chercher avec lui le plus profond de son être. Parce que c'est quand on est dans les difficultés, quand on est dans la souffrance, qu'on est le plus vrai possible. C'est dans cet espace où on est plus vulnérable, puis on est plus vrai de ce qu'on est. Pourtant, on pourrait dire que la prison fonctionne comme une métaphore. Partout dans le roman. Aimerais-tu commenter? Absolument, parce que, disons, la prison c'est pas nécessairement toujours une prison physique comme on l'entend. On peut être libre puis être prisonnier. Alors, et dans son cas, puisque quand il va raconter son histoire, puis, parce qu'il ne sait pas finalement pourquoi il est là, en prison. Alors il va raconter son histoire, puis on se rend compte que finalement c'est une histoire où il va être également prisonnier de plusieurs frustrations aussi. À un moment donné, il faut qu'il décide finalement s'il va faire un geste réel, concret, par rapport à tout ce que lui il découvre, ou s'il va simplement rester tranquille, sans rien dire. Et ça, c'est une prison en soi quand on doute de qu'est-ce qu'on va faire. Oui, mais on pourrait dire aussi que Alcida, Georges, les gens qui ne peuvent pas défier
droite, por ejemplo, ne peuvent rien faire, qu'ils sont également prisonniers alors, dans leur situation. Absolument. Oui. Et puis même Joan, lui également, parce que Exactement. Joan, lui, il vient. Joan, pour moi, c'est la personne, c'est nous, les gens qu'on peut analyser, on peut être, qui peuvent voir qu'est-ce qui marche pas, mais qui n'ont pas le pouvoir finalement d'agir pour toutes sortes de circonstances. Alors ça, c'est comme la foule. Oui, oui. Effectivement, elle accepte le poste alors, dans le carcère, tout simplement pour payer ses études, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. C'est ça. Oui, oui. Bon, alors, cette œuvre est enrichie par les mythes et le folklore brésilien qu'elle incorpore, et je suis intrigué par ton emploi du voyage, un archétype commun à la littérature depuis sa naissance. Je parle du voyage de João vers l'Inde. Il y a aussi le voyage de Marcos à Mato Grosso, mais aussi au cœur de la corruption qui régit la société. Je te laisse commenter, librement, bon. comme tu le veux. João, lui, c'est une personne issue d'un milieu très pauvre. Mais c'est un gars qui est très intelligent, très curieux et qui n'est pas vraiment à l'aise où il vit. Puis en même temps, lui, je lui ai donné le rôle d'être, disons, la foule qui comprennent mais qui ne peuvent pas avoir vraiment le pouvoir de changer les choses. Alors pour moi, c'est important que Joan voyage pour faire la transition entre les Joan que j'ai décrit en enfant, puis en adolescent, et les Joan qui va devenir après. Alors c'était pas pour moi tout à fait naturel qu'il saute d'un environnement si limité et qui devient qu'est-ce qu'il devient. Alors, il voyage avec la marine marchande, puis il s'en va jusqu'à l'Inde parce que ça c'est une route qui est réelle, et dans son voyage, il va rencontrer des personnages qui vont le faire découvrir plusieurs choses, dont un qui était très important dans la romance. Il va découvrir avec Vasconcelos tous les domaines légaux et tous les problèmes des prisonniers sans jugement. Alors, c'est dans ce voyage où il va saisir finalement qu'est-ce qu'il veut devenir après, chose qu'il ne pouvait pas le faire dans son pas pays, mais dans son endroit d'origine. Alors il revient avec toute cette vouloir de changer les choses, mais en même temps il se rend compte qu'ils ne peuvent rien changer. En effet, ça fonctionne comme une sorte d'initiation, alors, quelque sorte, oui. Bon, dans une réflexion de Marcos, il critique ce qu'il voit la condition humaine à la manière de certains qui évaluent des œuvres artistiques strictement sur le plan esthétique. Ils ignorent le contenu, ces gens-là. Il me semble que pour toi, l'esthétique est importante. Bien sûr, tes descriptions riches de détails qui engagent le sens du lecteur en témoignent. Mais ici, l'esthétique séduit le lecteur à faire face à l'abus du pouvoir non réglementé. Tes commentaires? Bon, ce qui me vient dans l'esprit, c'est...
j'ai un personnage, Duarte, qui est disons le méchant de l'histoire. Lui, à cause de son pouvoir, il peut s'acheter des œuvres d'art et sa maison est remplie partout. Et quand on parle d'esthétique, on ne parle pas seulement d'une esthétique décorative, on parle d'une esthétique aussi où on crée des situations d'ambiance, on crée des sentiments, on crée des émotions. Puis il y a également le travail de l'artiste qui est militant, qu'il faut respecter aussi. Alors, tout ça, ça vient avec ces concepts d'esthétique. Alors, j'ai rempli sa maison de plusieurs tableaux, dont un c'était Les Demoiselles d'Avignon, qui dans la réalité est au MoMA à New York, mais dans mon livre c'est chez lui. Et il fait toutes sortes de commentaires complètement débiles. Puis on voit que c'est une personne sans aucune respect pour rien du tout. Puis d'ailleurs, en regardant les tableaux, il va montrer tout son côté sexiste, raciste. Alors, j'ai voulu justement faire un contraste avec des éléments esthétiques, puis cette personne qui est complètement malade. Qui est à la base d'une réalité très sordide, en fin de compte. Oui, c'est ça. Oui. Bon, finalement, ma dernière question. Je vois ton œuvre dans la tradition des gens comme Eduardo Galeano. Je pense surtout à son œuvre, alors, Las Venas Abiertas de América Latina, je pense que c'est ça le titre. Alors, de Pablo Neruda, je pense surtout à son poème sur The United Fruit Company, et aussi de Miguel Ángel Asturias, cette trilogie alors, sur United Fruit aussi, qui décrit en fin de compte alors, la dévastation causée par ce dernier. Alors, aimerais-tu commenter alors, parce qu'en fin de compte, il me semble que c'est un genre de littérature guerrière, d'une certaine manière, que je vois dans ton texte. Peut-être le mot est trop fort. Pas du tout. Okay. Non, oui. Okay. Puis être nommé parmi ces trois écrivains, c'est vraiment plus qu'un honneur. C'est de la fiction, mais c'est correct. Quand tu as mentionné Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, les veines ouvertes de l'Amérique latine, j'ai lu son livre, c'est ça qui m'a fait décider de m'aller en sciences économiques. Parce que, bon, les sciences économiques qu'on retrouve parfois dans certaines universités en Amérique du Nord, ce sont des sciences qu'on les associe aux finances. Mais les sciences économiques que je parle, ce sont des sciences au niveau du département des sciences sociales, alors politique et sociale, pas seulement économique dans le sens financier. Alors, Galeano, lui, il écrit la Bible finalement. C'est ça la situation en Amérique latine. Oui. Merci. Bon, je suis fier de cette occasion. Merci.